bon, c'est pas parce que c'est mon frère, mais Francis a énormément de qualités, dont certaines peuvent énerver ou irriter, dont le talent, par exemple, ou la manifestation du talent. Et donc, à partir de là, quand quelqu'un a des qualités comme ça, c'est très facile éventuellement de voir les défauts, et il y en a, on en a tous. Et à partir de là, c'est un boulot de caricaturiste, c'est-à-dire qu'on prend un défaut et on le monte en épingle, et après, on met ça en valeur. Et le problème, c'est que de la caricature, on en extrait l'identité générale d'un individu. Et à partir de là, c'est complètement injuste. Ça vous énerve, ça vous... Ah bah oui, bien sûr. Ouais, ça énerve parce qu'il m'aime, mais en fait... C'est ça, ouais. Bah oui, c'est énerve. Vous, ça vous énerve moins, je suis sûr. Moi, je m'en fous Ouais, totalement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que souvent... Non, mais je comprends qu'on soit plus énervé pour son frère que pour soi-même. Moi, c'est pareil. J'ai tendance à quelqu'un qui trouve mon frère formidable, j'ai tendance à le trouver plus sympathique que quelqu'un qui l'aime pas. C'est une réaction naturelle. Mais moi, personnellement... D'abord, je ne me sens pas plus raillé qu'un autre. Et en fait, je trouve que c'est une respiration très saine que de pratiquer la dérision, même l'autodérision, que je pratique souvent. Mais souvent, c'est vrai qu'en fait, les railleries qu'on peut essuyer en tant que personnage public, ça énerve plus l'entourage, les amis, et même on finit par se blinder. Et surtout le public, quoi. Ouais. Les gens qui nous aiment, qui achètent nos albums, qui viennent voir nos spectacles et tout, eux, en général, le prennent comme si c'était sérieux. Moi, je prends toujours ça comme si c'était pour rire, parce qu'en plus, la plupart du temps, c'est pour rire. Donc, il y a toujours eu des infos, des éditos, des caricatures. Et j'aime bien rire de moi, surtout. Et vous parliez de Laurent, qui est un ami. Laurent, il est hyper fort, quoi. Et des fois, on fait Qu'est-ce qu'il dit sur vous, Ruquier? Je sais pas, j'ai pas appris par cœur, mais dernièrement, il a sorti un truc, parce qu'il me demandait sur mes bottes... pourquoi je mettais mes bottes. Alors j'ai dit que c'était parce que quand j'étais enfant, je m'identifiais souvent au chat botté, que c'était un plaisir qui m'était resté de mon enfance. Et alors il y a quelqu'un qui dit maintenant tu peux les enlever. Et Laurent a dit ah non, ce serait du chabotage. Moi j'adore. Je trouve ça très bien. Voilà. Vous avez déjà défendu votre frère, Jean-Félix? Oui, alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Le problème qu'il y a, c'est qu'évidemment, ça vous touche effectivement, c'est normal. Et après, en plus, il y a les autres. C'est-à-dire qu'il y a encore une fois l'entourage ou les proches ou les amis qui viennent « Ah, t'as vu ce qu'on a dit encore ?» Et à un moment donné, on n'a pas spécialement envie de répondre ou on n'a pas besoin de répondre. Oui, il a des bottes. Oui, c'est vrai, c'est du chabotage, par exemple. Entendu. Je vous propose de regarder un aperçu de votre carrière, Francis. Une carrière qui commence en musique, qui se continue en musique, mais qui se continue également au théâtre, qui fait un détour par l'écriture, qui se frotte aussi au monde de l'entreprise et de la production audiovisuelle, et de cinéma en particulier. Une carrière à multiples facettes, commentée par le regard fraternel de Jean-Félix, devant Sébastien Brizard et Jean-René Chaperon pour Ça se discute. Vous avez dit Brizard? Oui. Comme c'est Brizard. Jean-Félix est le plus jeune des trois frères Lalanne. Musicien lui aussi, il n'avait que 17 ans lorsque Francis est invité pour sa première télévision sur le plateau de Michel Drucker. Dans l'Express, on écrit « La somnolente citadelle du showbiz ne va pas tarder à céder, en tout cas à trembler sous les coups de gueule de monsieur Francis Lalanne ». Eh bien, on l'écoute. Voilà, Francis Lalanne, la maison du bonheur. Plus de ciné, rien qu'un verre sur le bout de ton nez. Il y a une période comme ça où j'ai quitté Francis avec une certaine image de lui. Et quand je l'ai retrouvé, d'ailleurs ça correspond à son premier album, celui de la Maison du Bonheur, j'ai été le premier surpris de la maturité de ses chansons, de la couleur de voix qui avait complètement changé. Rien qu'une chambre avec vue. La seule chose véritablement importante pour un chanteur, c'est de rencontrer les gens sur la scène. Si tu veux, le métier de chanteur, j'arrive pas à le concevoir autrement que comme ça. Quand vraiment je l'ai accompagné sur les premières tournées à Paris, en fait, je voyais plus mon frère. C'est ça, en fait, qui m'a frappé, c'est que j'oubliais que c'était mon frère. Je voyais un fou furieux sur scène qui n'avait absolument aucune limite, mais qui n'était pas du tout en train de maîtriser ce qu'il faisait. Il était, encore une fois, dans l'instant, et les concerts ressemblaient à l'état d'âme qu'il avait sur le moment. Ça vous paraît tout naturel, à 21 ans, d'avoir fait le théâtre de la ville, un triomphe récent? Non, bien sûr que non, ça me paraît pas naturel, mais je l'explique pas. Je veux dire, moi je me pose pas de questions, hein, en ce moment, je fonce là. C'est vrai qu'à l'époque, les gens ne comprenaient pas le décalage entre sa jeunesse et
sa maturité professionnelle. J'ai été surpris par la façon dont vous m'avez présenté tout à l'heure. Vous avez dit qu'il est en train de devenir une future grande vedette. Oui. Bon, alors on va mettre l'année dernière. Choses au point quand même. Bon, ça fait 6 ans que je chante. Oui. Ça fait 3 ans que je chante devant des salles combles et même combles, plus que combles, puisque de plus en plus on est obligé d'ajouter des chaises et même comme en ce moment au Palais des Congrès d'installer les gens sur la scène pour en laisser minimum dehors. Oui. Mais si vous voulez, mon but, moi, c'est pas le musical, c'est pas les Jeux Olympiques. Pour moi, mon but, c'est pas de décrocher une médaille. C'est un discours vrai. Donc, ça peut être compris ou pas compris, mais en plus, c'est un discours qu'on a toujours eu dans la famille. On s'est jamais dit quand on était môme, on va être connu. On a commencé à faire ce qu'on fait maintenant en tant que profession, mais avec un plaisir, une gourmandise qui nous a poussé à travailler énormément. 86, le travail des trois frères est récompensé. Leur film Le Passage sort sur les écrans. Alain Delon est acteur et coproducteur. Les trois frères Lalanne, les Dalton, comme tu les appelles. Quelque chose. Alors tu nous les présentes, je t'écoute. Ben, je vais commencer par le petit dernier. Alors le petit dernier, eh bien, il est dans le film l'auteur de la musique, il en est le compositeur, il en est le directeur, chef d'orchestre, il a placé la musique, il a tout fait. Alors ensuite, eh ben, c'est le poète de la famille, vraiment le surdoué de la famille, le petit chéri, René. René Monzor. Moi j'ai un truc à dire. Comme a dit Alain. Non, t'as rien vrai, à dire. Si c'est vrai, on était que 3 Dalton. Maintenant, grâce à Alain, on est 4 et Lucky Luke n'a qu'à bien se tenir. C'est plus les Dalton, c'est les mousquetaires. Là, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment le grand souvenir qu'on a pu avoir en commun, qu'on a réalisé tous les trois. Je voudrais simplement vous demander ce que vous faisiez hier soir à la Bastille, pourquoi vous y êtes allé et ce que vous avez ressenti. Ce que je suis allé faire surtout, c'était à la Bastille, c'était fêter le départ de Giscard d'Estaing plus qu'autre chose. Parce que bon, je suis pas au PS et vous vous sentiez concerné quand même. Je me sentais complètement concerné, comme tout le monde d'ailleurs, parce qu'on a mis tous plein d'espoir dans ce changement. Vous vous rendez pas compte, mais un mec comme moi, je suis jeune, j'ai passé 20 ans sous le même régime. Alors tout d'un coup, que ça change comme ça, c'est un petit peu comme si on s'enlève du pied une paire de pompes trop petites, quoi. Ça fait du bien. Attention. Merci pour le casque. Salut. Jean-Claude, regarde, on emmène les artistes. Nous sommes qui les artistes? Ça, c'est son côté Don Quichotte, justement. C'est son côté Don Quichotte. Il a toujours eu ce côté. Il a toujours eu, oui. Mais il est d'une sincérité désarmante. Ce qui est en jeu, en fait, c'est la survie de milliers d'intermittents qui se trouveront obligés, si ces 2 annexes sont supprimées, de changer de métier carrément. Ça correspond en fait à une forme de licenciement déguisé en masse. Il est vraiment dans l'instant présent. Je me répète un peu, mais c'est au moment où quelque chose va le gonfler, ça va se voir tout de suite. Où quelque chose va lui plaire, ça va se voir tout de suite. Il n'y a pas de décalage entre son émotion et la conséquence de son émotion. Elle est directe. Comme un enfant. Chez Starlux, ce matin, une douzaine de salariés ont relancé la machine avec un PDG peu ordinaire et heureux comme un enfant qui s'est offert une part de rêve. Quand j'étais petit, je vivais beaucoup dans ma chambre, tout seul dans ma chambre, avec un univers que je m'étais fabriqué, un monde que je m'étais imaginé d'une certaine manière, avec certains personnages, et ces personnages étaient essentiellement composés par les figurines Starlux. Il a un tel amour pour ses soldats qu'au moment où il décide de remonter la société, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comme si c'était fait. C'est-à-dire que le chemin, il faut qu'il apprenne le business, il apprend le business, s'il doit parler avec des banquiers, il parle avec des banquiers. Je savais que de toute façon, il arriverait à mener ce combat parce que c'était trop important pour lui. Depuis 87, Francis revient à sa passion de toujours, le théâtre. Il se révèle alors dans le Don Juan de Molière. Mon amour pour le théâtre, ça c'est pas une surprise. Pour moi, la chanson, j'ai toujours considéré ça, non pas comme une pièce de théâtre, mais comme un morceau de théâtre. Le théâtre pour moi, c'est l'art total, c'est-à-dire tous les arts au service d'un seul qui n'existe pas, qui s'appelle le théâtre. Quand je le vois réaliser ce qu'il réalise, quand je le vois jouer Don Quichotte en ce moment, ou quand il a fait l'affrontement avec Jean-Pierre, je prends un réel plaisir
parce que je vois mon frère exercer son art, qui pour moi est la comédie. Il faut que je vous quitte parce que j'ai un duel. Comme c'est Brizard. Sébastien Brizard et Jean-René Chaperon. Vous n'aviez pas entendu votre frère commenter les différentes étapes de votre carrière? En fait, je suis très ému de ce que je viens de voir parce que voir mon frère parler de moi comme ça, dire tout ça, c'est vrai qu'on se disait avec Manuel tout à l'heure, c'est bizarre d'être ici, de parler de ça parce que des fois, enfin nous, entre nous, on n'en parle pas. Donc c'était très étrange, moi je ne savais pas trop ce qu'on venait faire ici. Et puis, cela dit, si c'était effectivement pour entendre mon frère parler avec autant d'amour de moi, ça valait le coup, quoi. J'aurais pu te le dire hors émission, c'était quoi enfin, tout ça. Pourquoi tu l'as pas fait? Non, mais il faut une occasion, la vie va trop vite. Revenez plus souvent, alors. C'est ça. Vous passez beaucoup de temps encore ensemble, tous les deux, ou c'est ça que vous... C'est-à-dire, on se voit moins, parce que déjà, moi, je suis en Irlande, donc ça fait... Il vient jamais en Irlande, moi, je viens souvent, quand même, le plus possible en France. Donc, on se voit pas beaucoup, mais on se parle... Vous habitez l'Irlande, sinon, ouais. c'est du temps. Ouais. Et en fait, quand on se voit, très souvent, on parle pas de ça. Déjà, on parle pas du métier, on parle pas de... On est le premier public. On parlait de relations familiales tout à l'heure. Une relation familiale, finalement, c'est comme une relation amoureuse, c'est-à-dire qu'on s'épanouit ensemble et on s'épanouit séparément. Mais quand on s'épanouit séparément, l'autre est quand même concerné. Il devient du coup consultant ou auditeur, ça devient le premier public. Mais c'est très important de s'épanouir séparément. Sinon, après, il y a emprise. Ça se passe pas comme ça. Donc, ça se passe pas comme ça chez vous? Ça se passe pas comme ça chez nous. Alors, mais voilà, c'est tout. C'est-à-dire que Marie n'est pas mon premier public et je ne suis pas son premier public. C'est le développement séparé. Nous. Mais souvent, quand je parle de premier public... Peut-être que vous ne vous aimez pas assez. C'est encore horrible. C'est encore horrible. Ça va tourner au psy show. En fait, c'est des clones, en fait. Sortez mon papier d'identité, j'y crois pas à votre histoire, de toute façon. En plus, quand je dis premier public, c'est pas forcément qu'on attend l'avis de l'autre, c'est que le fait de montrer ce qu'on fait ou de faire écouter, même si son frère ne dit rien, il y a un effet miroir comme ça qui nous fait sentir si ce qu'on fait est bien ou pas. Alors par exemple, quand vous découvrez chacun un nouvel album de l'autre, comment se passent ces moments qui sont des moments extrêmement importants, où vous allez lire dans les yeux de votre frère ce qu'il a pensé de votre travail ou inversement? Est-ce que vous le faites devant lui ou est-ce que vous écoutez plutôt en douce pour vous dire... Jean-Félix est dans tous mes albums, donc Jean-Félix connaît mon travail au fur et à mesure où j'enregistre, etc. C'est plutôt moi qui écoute ces albums, je vais même les acheter, pour tout vous dire. Donc, il vous les envoie pas? Ah, c'est toi? Ouais. Et vous les écoutez, bon, évidemment, avec amour, avec fraternité, avec bienveillance, j'imagine. Est-ce que vous les écoutez avec esprit critique? Sincèrement, c'est impossible. J'aime trop ce qu'il fait. Donc, vous savez, moi, je suis frappé. Vous permettez que je dise un mot? Après. Il y a deux choses qui me frappent dans le monde dans lequel nous entrons. C'est deux idées qui ne me semblent pas conformes avec ce monde. D'abord que l'objectivité est à la fois une vertu et une réalité, car pour moi l'objectivité, ça n'existe pas. Les premiers subjectifs sont les gens qui prétendent être objectifs. Et deuxième, c'est l'intolérance, quoi. Quelqu'un qui ne s'habille pas comme vous, quelqu'un qui ne parle pas comme vous, quelqu'un qui n'agit pas comme vous, est de plus en plus rejeté ou raillé par les autres. Ça, je trouve ça extrêmement inquiétant parce que pour moi, c'est la première... attendez, c'est la première étape du racisme pour moi et on est dans un monde qui est devenu très raciste. Moi, je crois que la plus belle chose qu'un être humain peut susciter chez un autre être humain, c'est l'admiration. Et quand on éprouve de l'admiration pour quelqu'un, ça nous élève. Et moi, si je devais être reconnaissant à mon frère d'une chose avant tout, même avant l'amour, ça serait ça de m'avoir toujours inspiré l'admiration. Voilà. Vous êtes, il y a de quoi, hein, parce que vous êtes le premier dont le talent a été reconnu, Jean-Félix. Vous êtes un petit prodige devenu grand aujourd'hui. Dès l'âge de 13 ans, vous aviez déjà reçu le Grand Prix de virtuosité de guitare. Est-ce que vous en avez fait profiter généreusement vos deux grands frères en les laissant chanter avec vous, par exemple? Oh, ça a été, c'est toute une histoire. Hein. C'est-à-dire qu'on est trois frères, ça je crois qu'on l'a compris. Mais au début, Francis et moi, on faisait de la musique tout le temps. C'est-à-dire que moi, j'ai appris mes premiers accords de guitare, je lui ai montré, et puis après, j'ai commencé à travailler tout seul et à découvrir d'autres musiciens qui m'ont énormément apporté. Donc très vite, on s'est retrouvés tous les deux dans la même chambre, ce qui était logique puisqu'on faisait de la musique ensemble. Et René était un petit peu à l'écart.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis René à la contrebasse. Comme ça, on pouvait faire un groupe et être tous les trois ensemble. Et on a constitué un groupe comme ça qui s'appelait Bibi Folk. Et puis, oui, ça s'appelait Bibi Folk. D'ailleurs, c'est un bon nom de groupe, je trouve. Et en fait, c'est vrai que les concerts qu'on faisait à l'époque, il y avait beaucoup de concerts. C'est-à-dire, c'est toujours pareil, quand vous voyez un petit môme qui joue avec une guitare plus grosse que lui et qui joue très vite, ça attire beaucoup de monde. C'est pas pour la musicalité. Je peux pas dire qu'il y en avait réellement à l'époque, j'en sais rien, je pense pas, c'était peut-être un peu trop jeune. Par contre, c'est impressionnant. Donc, il y avait beaucoup de gens qui venaient me voir parce que c'était le cirque. Donc, c'est très dangereux pour un musicien. Donc, après, c'est là aussi où l'entourage est important. C'est que si j'avais pas eu cet entourage familial, Francis, René et mes parents, j'aurais pu mal aborder ma carrière. Après le succès du Passage, qui était le premier film que vous avez fait avec René, vous avez produit... Vous avez produit, vous avez produit ensuite son 3615 Code Père Noël, qui n'a pas été un succès comme le premier. Vous avez perdu beaucoup d'argent. Qu'est-ce que ça, comment ça, c'est plus facile de partager le succès que de partager l'échec. Là, il y a ce qu'on appelle aussi le moment de vérité, quoi, où on compte véritablement. Qu'est-ce que vous dites, Jean-Jacques? Ah, bah, je vous en prie, votre micro était ouvert, donc faites en profiter toute la classe. Non, je fredonnais la mélodie du film Le Passage. Ah oui, allez-y. Tu veux pas la chanter plutôt, Jean? Je suis enroué en ce moment. Chante-moi alors. Pour un soir, une nuit, redeviens Virginie. Tu vois, moi je l'ai fait. Ça ressemble à un truc de Jean-Jacques. Non, mais c'est l'autre. C'est oui. laquelle? Laquelle, Chantal? Quelle chanson? Non, parce que j'avais écrit une chanson au cours d'un numéro 1 de Gilbert et Mariti Carpentier. Donc il n'y a pas de rencontre possible parce que la chanson est passée une seule fois à la télévision. Et il y a un disque qui est sorti, mais je crois qu'on a dû en vendre 3. Donc je vois pas comment Francis aurait pu entendre cette chanson. les 3, moi. Non, et le refrain... Vous ne seriez pas en train de noyer le poisson, Jean-Jacques, là Non. Hein, vous connaissez Chantal? Vas-y. Et le refrain faisait « Où es-tu, ma colombine, ange pur du matin? Je te cherche et ne peux te retrouver. » Donc, quand j'ai entendu la musique du Passage, sans aucune arrière-pensée, j'ai dit à Chantal, tiens, il y a une réminiscence avec ma chanson. Ça faisait comment le Passage, Jean-Jacques? Non, maintenant. Ça faisait « Pense à moi comme je t'aime et on se retrouvera, etc. » La 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 t'aime. C'était un très gros succès. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 86, on avait fait la fermeture de la chaîne musicale TV6 ensemble. C'est vrai. 28 février 1986. C'est vrai. Ça a été la dernière minute de cette chaîne. Avant que TV6 devienne M6, voilà, et tout le monde avait chanté cette chanson-là. Car c'était un passage aussi. J'avais la jaunisse, vous étiez comme ça, vous étiez en vrac sur scène, je me souviens. Je suis venu le faire. Et c'était chanté avec le sentiment, c'est sûr. Donc, quelle était votre question? Alors, ma question était, c'est facile de partager le succès. Comment vous avez partagé l'échec quand vous avez produit 3615 Code Père Noël pour votre frère René Manzor qui le réalisait, quand vous avez vu, et on le sait très vite en cinéma, hein, quand ça ne marchait pas, on le sait le premier jour, que s'est-il passé entre vous? Rien. Vous voulez que je vous raconte? Ouais. Bon, quand j'ai coproduit le Passage avec Alain Delon, il y a le premier mercredi, vous savez, le premier mercredi à 14h, fatidique. Quand on sort le film, au moment où on sait si le film va être un succès ou pas. Donc là, il y a un... C'est difficile à comprendre pour le public, hein. Moi j'ai mis déjà des années... Vous voulez qu'on explique aux gens? En gros, on sait par des coefficients, des ratios, que s'il y a tant de spectateurs dans tel type de salle à telle heure, il y en aura tant à la fin de la carrière du film, quoi, à peu près. Donc là, il y a un fast-food à côté du cinéma où je suis allé voir le film à 14h, mercredi, et il y avait une queue pour le Passage, mais il y avait une queue qui allait jusqu'au bout des Champs-Élysées, quoi. Et là, j'allais embrasser les gens dans la queue. J'ai même rencontré Johnny Hallyday dans la queue. Et il faisait la queue, j'étais fou, tu passes, je fais passer, etc. Je les embrassais, j'étais heureux. Et j'ai mangé le meilleur fast-food de toute ma vie dans ce restaurant. Bon. Et puis, le temps a passé. Je produis donc seul cette fois le deuxième film de mon frère. Et je vais, bien entendu, par superstition, voir le film le premier mercredi à 14h dans la même salle. Cinéma, avec le même fast-food à côté. Et là, il y a personne. Mais personne. Et je me regarde pour voir si je ne me suis pas trompé d'heure, mais personne. Et je me dis, c'est pas possible. Il part 14h, 14h15, 14h16, 14h20. Il y a un type qui arrive avec ses deux gosses. Et je ne sais pas pourquoi c'est lui qui a pris pour les autres. J'ai dit non, de toute façon c'est trop tard, vous rentrez pas. Et puis de toute façon c'est pas un film pour les enfants, allez, au revoir. Et il m'a dit, mais je dis, allez, venez, je vous paye un fast-food. Et je l'ai emmené, et là j'ai fait un fast-food et j'ai mangé le pire de tous les fast-foods
de ma vie. C'est tout. À part cette contrariété gastrique. Avec René, vous vous êtes dit quoi Je l'ai embrassé, j'ai remonté le moral et j'ai dit que j'étais tellement fier d'avoir produit un aussi beau film. Parce que vous savez, si c'était à refaire, et sachant que même si on me disait aujourd'hui ça va être un beat commercial, je le referais. Parce que les deux aventures les plus merveilleuses qu'on a vécues, mes frères et moi, c'est ces deux films, parce qu'on était ensemble, on a fait quelque chose ensemble. Et d'ailleurs, ce film qui n'a pas eu un succès commercial a eu un grand succès d'estime, puisqu'il a fait l'ouverture du Festival d'Avoriaz, il a eu tous les prix au Festival de Rome, et c'est grâce à ce film que mon frère a fait sa carrière aux États-Unis. Donc, même si c'est un échec commercial, pour moi, ça n'a pas été un échec, puisque ça a contribué à faire ce que je voulais, c'est-à-dire à Mais vous aviez joué beaucoup. Vous aviez joué beaucoup. Ouais, j'ai tout perdu, et alors, so what? Qu'est-ce que ça peut faire? Mon frère, lui, grâce à ce film, il fait sa carrière aux États-Unis. On a vécu une aventure merveilleuse. Et puis moi, j'ai un crayon, du papier, je peux me remettre à écrire des chansons et en avant. Je veux dire, moi, j'ai jamais fait ce métier ni pour l'argent ni pour la gloire. J'ai toujours fait pour mon plaisir, donc tout va bien. Oui. Et toi, Félix? Non, mais parce que... Est-ce qu'il y a un chef parmi nous trois? Est-ce que Francis est une espèce d'âme centrale dans le triptyque familial? Chef, c'est pas le mot. Non, chef, non. L'âme, pourtant, j'avais le truc, tu sais, avec les plumes d'Indien. C'est toujours moi qui avais. Eux, ils avaient qu'une plume, moi j'avais toujours le grand truc avec. D'ailleurs, il y avait le costume encore. Ça rappelle les souvenirs aussi, j'ai trois frères. Non, par contre, quand on jouait aux jeux de société, la première des choses qu'il faisait, c'était il déchirait les règles et il les refaisait, en fait. Donc forcément, à chaque fois, il disait, c'est comme ça qu'on fait. Enfin bref, c'est private joke. Vous voulez dire qu'il gagnait toujours à la fin aussi Oui, forcément. Souvent, disons. Et enfin, mais sinon, ce que je voulais dire par rapport à ce que Francis disait, c'est que le problème, c'est que c'est très difficile pour les gens de dissocier le côté professionnel du côté plaisir. C'est-à-dire que au début, on était quand même 3 gamins, on était 3 frères, à chacun avoir des rêves, à faire moi de la musique, René à faire son dessin animé tout seul dans le grenier avec mon père qui avait fabriqué une multiplane. Donc on était complètement à l'écart du monde professionnel. Donc on avait des rêves, on avait le rêve de faire des choses ensemble. Donc quand on a fait le passage, finalement c'était l'aboutissement d'un rêve en commun. Donc après, qui était né qui vient de loin. En plus, voilà, qui vient de très loin. Chacun a amené sa spécialité et en plus ça a été un succès. Mais le succès, encore une fois, c'est un truc en plus, c'est une récompense, mais ce n'est pas un... Et tout ce qu'on appelle le succès, c'est souvent un malentendu. Un malentendu, le succès? Oui. C'est un malentendu. Et un échec? Bien entendu. L'échec, c'est un succès qui se passe mal.